Imaginez une côte pratiquement inhabitée qui devienne en seulement 200 ans une métropole et un centre économique dynamique et florissant. Mes chers amis, voici l'histoire de la ville de Lomé. Première partie, la fondation. Lors d'une partie de chasse, un homme de la tribu des Évés, très courageux, s'aventura dans une forêt proche d'une côte. Jusque-là, personne n'avait le courage de s'y rendre. Il s'appelle Djitri. Plus tard il s'installera définitivement dans cette forêt. La ville a ainsi été fondée au XIXe siècle par les Évés. Son nom vient des arbres qui composaient la forêt à cette époque. C'étaient des arbres aloe. Aloe est un bois très populaire qui était traditionnellement utilisé comme cure-dent. Deuxième partie, le peuplement. À la fin du XIXe siècle, l'armée britannique s'installe sur les côtes de l'actuel Ghana. Les Britanniques imposent une taxe sur les produits importés comme l'alcool et le tabac. Les marchands essentiellement évés refusaient de payer des impôts aux Britanniques. À la recherche d'une alternative, un lieu pour décharger les marchandises sans payer de taxes, ils décident de s'installer sur le site côtier de Lomé. Cela entraînera l'augmentation de la population et l'expansion de la ville. En effet, l'absence d'impôts à Lomé va attirer de plus en plus de monde, y compris toutes les autres firmes européennes de toute nationalité. La ville prend alors la réputation du lieu où se font les bonnes affaires. Troisième partie, la période coloniale. Les menaces des Britanniques présents sur les côtes de l'actuel Ghana devenaient de plus en plus sérieuses. En fait, Lomé offrait une concurrence sans égale aux Britanniques. Pour éviter la colonisation britannique, la ville fera appel à l'Allemagne pour sa protection. Ce traité de protectorat sera signé le 5 juillet 1884 par Gustave Nachtigal et le roi Mlapa III. Lomé continua librement de prospérer comme centre d'importation, devenant ainsi la principale porte du Nord, dont l'axe de pénétration majeur était alors la vallée de la Volta. C'est pour y accéder que fut entreprise la construction de la première vraie route du pays, Lomé-Kpalimé, à partir de 1892. C'est ce rôle économique majeur qui amena l'administration allemande à y transférer la capitale du territoire, le 6 mars 1897, dans une ville qui avait déjà plus de 2000 habitants. Lomé bénéficia à partir de 1904 d'un port qui en faisait l'unique point de contact maritime du Togo, ruinant sans recours sa rivale d'Anéo, jusque-là beaucoup plus importante. À partir du quai, on put déployer un réseau de voies ferrées, jusqu'à Anéo en 1905, à Kpalimé en 1907, à Atakpamé en 1909. Tout le « Togo utile » se trouvait désormais organisé en entonnoir autour de Lomé, dont la prépondérance sur le réseau urbain togolais était définitivement établie et la croissance assurée. La ville atteint les 8000 personnes en 1914. Mais, si les infrastructures mises en place par les Allemands, une poste dès 1890, le téléphone dès 1894, la cathédrale en 1904, une banque en 1906, le télégraphe intercontinental en 1913, pouvaient profiter à tous, un système de patentes et de licences discriminatoires évinça progressivement les commerçants africains des activités les plus lucratives, c'est-à-dire l'import-export. Hormis le riche Octaviano Olympio, fort de sa grande cocoterie, la première de la ville, de ses troupeaux, de sa briqueterie et de son entreprise de construction, la plupart des négociants togolais avaient dû, les uns après les autres, se mettre au service des firmes étrangères comme responsables de leurs agences dans les autres villes, ou jouissant de davantage d'autonomie comme acheteurs des produits agricoles d'exportation dans l'intérieur. Les plus modestes avaient été engagés en grand nombre comme commis des factoreries, siège des bureaux d'une compagnie de commerce à l'étranger, principale. Les firmes des autres territoires africains regardaient avec envie le Togo qui disposait d'une main-d'œuvre qualifiée abondante, alors qu'ailleurs, il fallait confier tous les postes à des expatriés, beaucoup plus onéreux pour l'employeur. La Première Guerre mondiale épargna totalement la ville, mais elle entraîna, en 1916, l'éviction des compagnies allemandes, remplacées par des firmes britanniques et françaises. Beaucoup de commerçants togolais revinrent à Lomé. Leurs affaires florissantes, leurs vastes cocoteraies, leur patrimoine foncier en firent une bourgeoisie avec laquelle les nouvelles autorités coloniales françaises devaient compter. C'était le sens du Conseil des notables créé en 1922, électif à partir de 1925, qui donna à Lomé une vie politique remarquablement précoce en Afrique francophone. Il est de même tout à fait exceptionnel qu'une capitale africaine ait été marquée à ce point par sa bourgeoisie autochtone, originaire du pays, tant dans les pratiques de production de l'espace urbain, si original à Lomé, que dans les singularités de son architecture populaire. Les Français renouvelèrent les infrastructures laissées par les Allemands,
réfection des voies ferrées, multiplication des routes, construction d'un nouveau quai. Ils y ajoutèrent l'électrification, 1926, et l'adduction d'eau potable, 1940, que leurs prédécesseurs n'avaient pu réaliser. Cependant, ils mirent des années à combler le vide laissé dans les écoles par les missionnaires verbistes allemands à leur départ. Le niveau d'élèves scolarisés en 1945, à la mort de Jean-Marie Cessou, bâtisseur d'écoles, atteint celui de 1914. Dans les années 1920, une politique de faible taxation systématique permit une longue prospérité. En janvier 1923, une révolte des femmes a lieu contre l'arrestation de 2 dirigeants du Duawo et permet leur libération. Lomé atteignait les 15 000 habitants vers 1930. Mais la crise économique mondiale du début des années 1930 entraîna une récession brutale. De nombreuses firmes commerciales fermèrent, ou durent se regrouper. Les investissements s'arrêtèrent, à l'image du chemin de fer du Nord, définitivement stoppé à Blita en 1934. Un projet de fort alourdissement fiscal, alors que les ressources de chacun chutaient, provoqua les émeutes populaires de janvier 1933, qui furent sans doute une coupure politique majeure dans l'histoire du Togo. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, après une décennie de stagnation économique, que l'essor reprit à Lomé où tout bouillonnait de vitalité. Dernière partie, l'indépendance. La population de la ville augmenta rapidement dans la seconde partie du XXe siècle. En effet, si la ville ne comptait encore que 30 000 habitants en 1950, on pouvait déjà dénombrer 80 000 habitants en 1960 à l'indépendance du Togo, et 200 000 habitants en 1970. Monument de l'indépendance. En à peine 20 ans, la population de Lomé a été multipliée par 7 à Lomé, comme dans tout le pays, les traits au cours des produits d'exportation dopèrent les marchés, les investissements importants de l'administration coloniale, les plans FIDES créés en grand nombre routes, ponts, écoles, hôpitaux, assuraient le plein emploi. Les constructions s'étendaient rapidement aux dépens des anciennes cocoteraies, l'espoir animait chacun d'un décollage imminent. À partir du milieu des années 1970, les investissements se firent de plus en plus gigantesques, mais pas toujours dans des domaines bien ciblés. Le Togo, petit pays ouvert et plaque tournante du commerce entre ses puissants voisins, n'avait pas le marché protégé qu'il aurait fallu aux grandes industries qu'on lui construisait, ni le potentiel touristique stable pour les hôtels luxueux qui surgissaient. En même temps, on laissait les chemins de fer se dégrader, alors qu'ils avaient un rôle important, notamment pour la desserte des quartiers périphériques de la ville. Mais l'activité économique d'une ville africaine ne se résume pas à une accumulation de grandes compagnies, de banques et d'usines. Il y a aussi le très vaste champ de l'économie populaire, ses innombrables activités de production, d'échange, de services, de réparation, qui sont en fait le gagne-pain de la majorité de la population, et le seul moyen pour elle d'accéder à des services à la mesure de ses modestes ressources. Difficile à saisir dans les outils statistiques des économistes, le secteur informel est pourtant de plus en plus la véritable vie économique des citadins togolais. De plus, on peut noter le développement du maraîchage autour de la ville, stimulé par le chômage croissant, l'exode rural et la demande en légumes. Le maraîchage, d'abord étendu au nord, se trouve principalement sur la plage, le sable est très peu salé, en plantant des haies de protection. Les diverses études du marché foncier de la ville indiquent que les quartiers sont relativement hétérogènes, mêlant villa cossue et habitat modeste, sans division sociale et spatiale de la ville. Cela s'explique par le fait que les Loméens sont très attachés à leurs parcelles de terre et à ce qu'ils appellent leur chez-soi. Cela a donc conduit à un gel foncier. Cependant, si la ville n'est pas une ville divisée socialement, il n'en reste pas moins que Lomé connaît de plus en plus de problèmes liés au ramassage des ordures ménagères. La lutte contre l'insalubrité urbaine est devenue une des priorités de la ville et de ses habitants. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et quelle autre ville vous voulez découvrir.